Philippe Béchat vient de nous rejoindre, rédacteur en chef des publications Agora. Bonjour Philippe. Bonjour. Est-ce qu'on est au bout du potentiel haussier, même si tout le monde sait, a en tête que l'on aura au bout du tunnel un vaccin? Est-ce que toutes les bonnes nouvelles sont désormais dans les cours? Je vous pose la question parce que depuis quelques séances, les marchés n'arrivent plus à progresser. Ça fait déjà presque un mois qu'on est encalminé en dessous de 5007 sur le CAC 40. En revanche, on va dire que la haute monnaie, elle continue de pousser sur les valeurs du Russell 2000, par exemple, qui en est à 8 records en 10 séances depuis le début de l'année. Ah oui. Donc, effectivement, les Apple, Google sont en panne. Facebook consolide et les small caps connaissent une progression fulgurante, souvent grâce à des programmes d'analyse un petit peu automatisés et qui identifient les valeurs qui ont la trajectoire et la vélocité haussière la plus importante. Or, je me suis un peu penché là-dessus et parmi les valeurs qui ont connu les accélérations les plus spectaculaires, il y a toutes celles sur lesquelles on pense qu'il pourrait y avoir ce qu'on appelle une recovery. Mais ce sont pour l'instant des entreprises zombies. C'est-à-dire que sur l'argent de la Fed, elle n'aurait pas survécu. Et là, aujourd'hui, on espère un miracle. Mais étant donné que cet effet recovery leur a fait prendre 20-30% depuis la fin du mois d'octobre, d'un seul coup, elle surperforme le benchmark du Russell 2000, qui est déjà assez phénoménal en termes d'accélération parabolique. Et plus les zombies grimpent, plus vous avez toute une catégorie de traders qui achètent des titres parce qu'ils ont une vélocité, pas du tout parce qu'ils connaissent leur métier ou parce qu'ils savent ce qui se passe. C'est, on va dire que c'est un marché qui est de plus en plus automatisé. Donc, est-ce qu'il y a encore du potentiel de hausse? Je dis oui, tant qu'il y a un afflux de liquidités. Et là, j'observe que depuis 8 jours, les injections de la Fed se sont un peu ralenties après avoir été absolument, c'était niagaresque. Sur décembre, il y a eu 500 milliards quand même. C'était Iguassou, là, carrément. Oui. Et on revient au Niagara. Là. C'est vrai que le Niagara, l'hiver, avec le gel, des fois, les chutes sont pratiquement à sec. C'est intéressant. Et puisque vous parlez des banques centrales, la Fed, on peut parler aussi de la Banque centrale européenne. Jeudi, prochaine réunion de la BCE, dans un contexte ambivalent, parce que Christine Lagarde s'est exprimée la semaine dernière en disant que pour l'instant, les récentes prévisions de rebond économique pour l'Europe restaient valables. Mais attention, dit-elle, si les restrictions sanitaires vont et se prolongent au-delà du mois de mars, la situation deviendra à nouveau plus préoccupante et ces prévisions économiques pourraient devoir être revues. On imagine que ça va être le cas. Comment est-ce que vous voyez les prévisions, les perspectives et le calendrier de la reprise en Europe dans le contexte sanitaire dans lequel on est encore embourbé aujourd'hui? Moi, je ne peux pas donner un avis, ne sachant pas si les vaccinations vont avoir l'effet qu'on leur suppose. Imaginez par exemple que le taux de protection des vaccins Pfizer, Moderna et les autres, je n'en juge aucun, mais que ce soit pas de 95, ni de 90, ni même de 60%, et qu'on soit sur des niveaux finalement assez comparables à ce qu'on a avec le vaccin de la grippe, sans parler des problèmes logistiques qu'on connaît avec Pfizer, ce qui sont assez bizarres d'ailleurs, parce qu'on a une interruption de livraison pile alors qu'on devrait aller vers la livraison de la deuxième injection. C'est quand même assez curieux comme timing. Donc il y a plein de choses qui viennent se greffer. Parce que pour augmenter la cadence justement de production de vaccins, il faut faire des travaux dans l'usine. Voilà. Sinon, on ne pourra pas augmenter la cadence. Donc pour aller plus loin, il faut d'abord reculer un peu. Il s'en était pas aperçu avant. Enfin, j'avoue que c'est assez curieux. Bon, ça ne concerne que l'usine belge, quand même. Attention, je ne parle pas d'un ralentissement mondial de la production de Pfizer. Non, mais c'est le seul site de production pour l'Europe. Ben voilà. Donc c'est quand même problématique. Donc on a beaucoup misé sur les vaccins et Christine Lagarde et Jérôme Powell et tous les membres des banques centrales n'arrêtent pas de dire avec le vaccin, on peut commencer à espérer un retour à la normale à l'été 2021. Donc, qui suis-je pour savoir exactement où on en sera du retour, soi-disant, à la normale? Et la question sous-jacente, c'est va-t-il falloir faire comme les Américains, renforcer le plan de relance? On a vu l'annonce de Joe Biden la semaine dernière, 1900 milliards de dollars de plus. Est-ce que l'Europe, avec ses 750 milliards, auxquels s'ajoutent quand même les plans de relance nationaux, va elle aussi devoir en rajouter, d'après vous, dans la mesure où on est quand même dans une prolongation pour l'instant des restrictions sanitaires et que le rebond économique va devoir être un peu repoussé? Alors les 750 milliards, je le rappelle, pour ceux qui se sont juste dit le gros titre 750 milliards, obtenu d'ailleurs, on se rappelle de façon complètement laborieuse, c'est 750 milliards sur 5 ans. Ça fait 150 milliards
par an, alors que les Américains, ils mettent 150 milliards par mois, enfin plus même, et que les 1900 milliards annoncés par Joe Biden, c'est peut-être que le premier volet. Là, c'est le Relief Plan, et le deuxième package de 2000, ça sera vraiment le plan de relance proprement dit. Donc, les 1900 milliards, c'est pour soutenir le small business et justement les fameuses valeurs du Russell 2000 que j'évoquais. Et ensuite, on aura peut-être 2000 milliards de plus pour les infrastructures, pour d'autres projets. Donc, on voit bien qu'en Europe, on est absolument incapable de s'aligner là-dessus. Ou alors, il faudrait qu'on fasse tout simplement 10 fois plus que ce que l'on a fait, je parle en termes de dotation annuelle. Par contre, je ne sous-estime pas évidemment que l'Allemagne met quand même 1000 milliards d'euros sur le tapis pour soutenir sa propre économie. Il y a ça, puis il y a le profit du plan de relance européen quand même qui devrait permettre de soutenir, de renforcer le potentiel de croissance future. C'est pas tout à fait l'objectif du plan de relance renforcé annoncé par Joe Biden la semaine dernière qui vise plutôt à renforcer le pouvoir d'achat à travers une hausse du salaire minimum. Voilà, ce sont deux profils de plan de relance assez différents malgré tout, Philippe. Oui, pas complètement comparables. Mais en imaginant que ce soit deux profils et deux philosophies complètement différentes, deux cultures, voilà, on pourrait opposer la culture de la BCE héritée de celle de la Bundesbank à celle de la Fed, il n'y a rien à faire. Les sommes, peu importe la façon dont on envisage comment on affecte les sommes, elles n'ont rien de comparable, mais strictement rien. Et j'en reviens justement à cette échelle de 1 à 10. Bon, et la BCE, donc jeudi, est-ce que vous attendez d'elle une action supplémentaire ou il faudra qu'elle se dépêche de répéter ce qu'elle a toujours dit, à savoir si besoin, nous pourrons rajouter un peu d'aide et d'accommodation encore supplémentaire? Disons que la BCE n'est plus peut-être plus obligé de faire un discours aussi accommodant qu'en décembre, tout simplement parce que le dollar vient de reprendre quand même un peu plus de 2%. On a craint de voir le dollar filer vers les 1,25, s'envoler, et finalement, à 1,2350, il entame une remontée, parce que les taux longs américains passent, eux, de 0,90 à 1,15. Donc effectivement, on voit que ça fait 25 points de base. Donc l'euro se redresse fortement et de ce fait la BCE n'a plus besoin d'affaiblir verbalement l'euro. Voilà, le dollar est en train de faire le travail lui-même. On va parler dans un instant également des valeurs du jour. On vous rappelle que les marchés américains sont fermés aujourd'hui, c'est un jour férié aux États-Unis, la journée dédiée comme chaque année à Martin Luther King. Résultat, donc peu de volume aussi sur nos marchés européens, le CAC 40 fait pas grand-chose, il y a des valeurs qui se distinguent, on va en parler, Carrefour notamment, un nouveau lanterne rouge. Oui, Orpea aussi. Orpea, oui, on va en parler dans un instant. D'abord, juste Angela Merkel va passer la main, ce sera à l'automne prochain. Bon, on a vu une élection ce week-end au sein de son parti, la CDU. Armin Laschet l'emporte, nouveau président de la CDU. Il promet la continuité avec la politique et la stratégie, la vision européenne d'Angela Merkel. C'est plutôt rassurant, où on se dit que Armin Laschet a beau avoir été élu président de la CDU, il pourrait ne pas lui succéder. Alors, les premières paroles d'Armin Laschet, qui avait d'ailleurs promis, pour obtenir un soutien des autres membres de la CDU, qui avait promis le portefeuille de ministre des Finances à son principal rival, je crois, il s'inscrit dans la poursuite de la politique d'Angela Merkel. Angela Merkel, c'est quand même quelque part un peu de la navigation à vue depuis fort longtemps. Elle a géré en fait l'héritage Schröder. C'est lui qui a vraiment mis en place des réformes qui ont permis à l'Allemagne d'augmenter sa compétitivité. Ensuite, il y a évidemment eu le miracle chinois, c'est-à-dire l'adéquation totale entre ce que l'Allemagne avait à offrir et ce dont la Chine avait besoin. Donc ce temps-là est peut-être un petit peu révolu. Mais si vraiment il s'inscrit dans exactement la stratégie d'Angela Merkel, ça veut dire qu'il n'a pas beaucoup d'idées. Mais après tout, ça peut être c'est peut-être un pragmatique et les marchés vont aimer ça. Ouais. Pas confondre avec Gérard Larcher, puisque vous l'appeliez Armin Larcher, c'est Gérard Larcher. Gérard Larcher. Non, il n'y a pas de c'est Armin Larcher. Il n'y a pas de R, c'est SCH. Oui, mais ET même. Ouais. Voilà, à pas confondre avec Gérard Larcher, mais ça c'était pour la blague. Marché donc très indécis aujourd'hui, des valeurs qui se distinguent. On pense à nouveau à Carrefour, lanterne rouge, moins 5,5% encore aujourd'hui. Bon, les marchés ont pris acte du fait que Carrefour ne sera pas racheté par le Canadien Couche-Tard, très bien. Est-ce qu'on peut attendre un dégonflement de l'ensemble des valeurs dont certains disaient qu'elles pourraient devenir des proies à l'international tant leurs valorisations sont faibles? Parce que c'est quand même ce qui caractérise nos marchés en Europe et en France particulièrement, des valorisations
valorisation des capitalisations fragiles, ce qui peut faire de nos géants des proies potentielles. On l'a vu avec Carrefour. L'État là est sorti du bois et a dit qu'il ne laisserait pas faire sur Carrefour. Est-ce qu'on peut imaginer que les investisseurs mondiaux seront découragés d'investir sur nos titres français, sur notre marché français? Est-ce que les primes spéculatives dont bénéficient un certain nombre de valeurs françaises pourraient se dégonfler donc à l'approche de la présidentielle notamment? Philippe. Alors c'est vrai que l'opposition ferme et très rapide du gouvernement à l'opération Couche-Tard Carrefour, on se dit mais maintenant on ne peut plus envisager que des fusions ou des rachats intra-européens, voire des fusions à l'intérieur de nos frontières. Évidemment que ça questionne un petit peu. Imaginons que les Canadiens aient eu la même attitude, ils auraient dit mais jamais Alstom ne rachète Bombardier, on perdrait notre souveraineté ferroviaire ou notre souveraineté aéronautique. Donc voilà, Bombardier a été scindé, et puis finalement c'est Airbus et c'est Alstom qui a racheté, et le gouvernement canadien s'en est pas mêlé. Donc si le gouvernement commence à se mêler comme ça des éventuels groupes qui représentent soi-disant un enjeu de sécurité nationale... C'est de bon ton dans le débat public, malheureusement le débat public est tombé à ce niveau-là, donc voilà, le gouvernement mais en tout cas, s'adapte. On note que c'est un revirement, parce que Alstom, il y a 5 ans, ça pose pas de problème, et pourtant, là, General Electric, Westinghouse met le pied dans nos centrales nucléaires, au niveau stratégique, voilà. Donc il y a manifestement un revirement de philosophie. Ou alors, je ne sais pas, peut-être que c'était juste un effet d'affichage pour Carrefour, et que peut-être une prochaine offre, peut-être plus généreuse, ferait que le gouvernement pourrait laisser passer. Mais là encore, je me prononce pas, je ne sais pas, je veux dire, toute l'histoire de la gestion des fusions depuis 2014, et ce que ça devient aujourd'hui, je dis que parce qu'on a changé de monde, voilà, mais comme ça a changé, ça peut encore changer, je ne sais pas. Et Veolia qui devra peut-être surenchérir pour monter au capital et prendre le contrôle de Suez. Il y a une contre-offre désormais face à celle de Veolia. Veolia perd 2,5% cet après-midi. Là aussi, vous dites, on comprend plus rien, ça devient imprévisible, je me mouille pas. Ou quand même, vous avez une vision là-dessus et vous vous dites, oui, ils vont surenchérir. Ah bah là, on sait ce qui se passe. Là, on sait qu'il y a une forte opposition à l'offre de Veolia, et que le gouvernement avait de ce côté exprimé aussi sa désapprobation, tout en laissant faire, parce que l'État avait des leviers qu'ils auraient pu actionner pour dissuader Veolia, et en tout cas il y aurait pu avoir des oppositions lors du vote d'Engie, et ça ne s'est pas fait. Voilà. Donc là, le jeu est beaucoup plus trouble. Voilà, on est plus dans la zone grise que sur Carrefour, comme sur Carrefour Couche-Tard. Deux valeurs en baisse en tout cas aujourd'hui, Veolia et Carrefour. Quelle allocation vous recommandez? Quelles valeurs, quels actifs vous attirent pour 2021 dans cet environnement qu'on va qualifier de brumeux et que vous avez parfaitement décrit, Philippe? Je dirais que là, on a déjà 2 étages de la fusée qui ont épuisé leur carburant, je pense, en 2020 et début 2021, c'est-à-dire les technos, le dossier le plus emblématique, c'est Tesla. On a eu une amorce de rotation sectorielle, donc on commence à se rattraper sur des valeurs industrielles cycliques. Donc là, ça commence à devenir cher. Alors il reste toujours le secteur bancaire. Voilà, ça serait pour moi le 3e étage de la fusée. Tout le monde nous en parle de ce secteur bancaire. Bah oui. Et à chaque fois on se dit ça y est, les taux commencent à remonter aux États-Unis. Ça y est, ça va partir, on va y aller. Il y a eu la fameuse séance du 9 novembre où on voit BNP gagner 15 ou 17%. Donc on dit voilà, ça y est, on a explosé les résistances et il y a plus qu'à engager la post-combustion. Donc les taux remontent aux États-Unis. Est-ce que la post-combustion s'engage? Si tel est le cas, oui, je pense qu'il y a de la valeur sur des bancaires où on va dire que la valorisation par rapport à l'actif net, elle est évidemment quasi surréaliste. Alors, si on n'a plus, évidemment, le souci de se dire à combien de faillites vont-ils devoir faire face à partir de mars-avril. Si la BCE leur dit, ce qu'elle leur a déjà dit,
vous inquiétez pas, les créances, on en reparlera à la fin de l'année. Si vous en inscrivez, vous n'êtes pas obligé d'employer vos réserves pour consolider, etc., reconstituer vos fonds propres. Donc c'est le meilleur des mondes. Si les banques ne doivent pas provisionner les faillites et que derrière on a une anticipation de hausse de taux, pas pour 2022 bien sûr, hein, mais pour 2024-2025, ça peut donner quelque chose. Voilà, donc je regarde ce secteur. Philippe Béchade, les publications Agora, dont il est le rédacteur en chef. Merci Philippe d'être passé sur le plateau de BFM Business. Le CAC 40 est stable, Wall Street reste fermé aujourd'hui. Martin Luther King's Day aux États-Unis, c'est un jour férié. CAC stable à 5614 points.